Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 277 déjà, et oui. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le président de l'UMP, monsieur le candidat à la présidentielle, et pour tout cela et bien plus encore, ravi de vous accueillir sur le plateau de Riposte. Merci de m'avoir invité. Ah, mais ça me fait très plaisir. Vous dites, et moi aussi. Vous dites. Je regarde votre émission. C'est gentil. Vous dites, ce qui fait perdre la droite depuis des années, c'est qu'elle ne cesse de regretter de ne pas être la gauche. Allons bon. Alors d'abord, c'est gentil pour vos aînés, y compris Jacques Chirac. Y aurait-il un complexe de droite? Et si oui, on va développer un peu, qu'est-ce qu'il incarnerait aujourd'hui, ce complexe, selon vous? Ceux qui, dans votre famille, n'aiment pas trop l'idée de rupture, rupture, entre guillemets, votre mot, rupture tranquille, rupture, comme Dominique de Villepin, il n'aime pas trop le mot rupture, ou le même Jacques Chirac, qui s'est, le 14 juillet dernier, posé en défenseur du modèle social, ni efficace, ni périmé, selon lui. Monsieur Sarkozy, je vous écoute. C'est difficile parce que vous m'avez posé au moins 12 questions. Non. Alors, si vous remettez un tout petit peu d'ordre là-dedans, de me demander de répondre à une question, je le ferai avec le plus grand plaisir. La droite regrette de ne pas être la gauche? Oui. Elle a regretté. Plus exactement, la droite s'est longtemps excusée d'être ce qu'elle était. Et ce faisant, elle s'est inclinée devant une pensée unique, plutôt à gauche, qui l'a empêchée de parler des problèmes qui préoccupaient les Français. Beau résultat. C'est quoi la France? Non mais. Alors c'est quoi? Allons-y. Par exemple, pendant 25 ans, on n'a pas pu prononcer le mot immigration. Celui, M. Moatti, qui prononçait le mot immigration, était immédiatement catalogué. Front National, raciste, ami de Le Pen, piétinant les fondements de Le Pen. Avouez. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? La France, patrie des droits de l'homme, la France qui a des valeurs universelles, s'est trouvée depuis 1983, c'est pas rien quand même, comme le pays d'Europe qui a l'extrême droite la plus puissante avec un ou deux. Beau résultat. Pourquoi? Parce que des millions de Français qui se reconnaissaient dans les valeurs de la droite républicaine et du centre, désespérés de voir ceux pour qui ils avaient voté ne pas mettre en œuvre la politique qu'ils avaient indiquée avant l'élection qu'ils mettraient en œuvre, se sont par désespoir réfugiés dans l'impasse du Front National comme un cri de désespoir. Voilà le résultat. Mais il y a d'autres... Mais vous êtes là, c'est ça? Non, mais attendez, ça m'intéresse parce que l'histoire du complexe de droite, c'est la deuxième partie de ma question qui vous paraissait si étrange et si longue. Je voudrais terminer, si vous me permettez, je vais terminer. Donc, nous n'avons pas défendu nos valeurs avec assez de force. On s'est excusé de croire dans la nation. On s'est trop excusé de croire dans le travail, dans le mérite, dans l'effort, dans la promotion sociale. Moi, mes valeurs ne sont pas l'égalitarisme, le nivellement. Bon, jamais, depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes jeune, d'accord. Chacun a son panthéon. Vous n'avez jamais été tenté par quelque chose qui ressemble franchement, par le nivellement. Non, j'ai pas compris le nivellement, mais une idée de gauche, de généralité sociale. Justement, comme la droite républicaine n'était pas assez, me semble-t-il, ferme dans la défense de ses valeurs, elle était en même temps, et c'est un paradoxe, trop rigide pour appréhender de nouvelles valeurs et de nouvelles idées. Et j'en prends un exemple. 99, le Pax, la réaction de la droite est trop rigide, pas assez ouverte, pas assez humaine. Ce qui fait que nous avons perdu des deux côtés. D'un côté, nous n'étions pas assez, comment dit-on, identitaires. De l'autre, trop rigides pour être assez modernes, parce que seuls ceux qui sont confiants dans leurs valeurs peuvent accepter les idées nouvelles. Et j'ai voulu décomplexer la droite républicaine, et en même temps, je lui ai dit, à cette droite républicaine, nous n'avons pas le droit de nous caricaturer, c'est tout le combat que je mène sur la justice, sur le mouvement, sur la nécessité de remettre la France en marche. En même temps, vous faites peur avec votre mot rupture, vous le savez bien, ça fait peur. Il y en a qui disent, non, on n'aime pas le mot rupture, je citais Dominique de Villepin, Jacques Chirac, qui défend le modèle social le 14 juillet. Alors, vous faites peur, et pourquoi vous faites peur? C'est quoi cette rupture? Rupture tranquille, vous avez dit. C'est un oxymore, comme dirait Dominique de Villepin. C'est-à-dire, c'est l'obscure clarté. C'est des mots... Quelle référence? L'oxymore, c'est formidable, c'est un mot très populaire, très facile. Alors, on voit que vous êtes en confiance. En tout cas en citant l'auteur que vous citez. Mais là-dessus, c'est intéressant. Allons un peu plus loin. Que Jacques Chirac défende l'action qu'il a conduite, c'est tout à fait normal. Qui peut lui en faire le reproche? Mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut dire ça sans être agressif à l'endroit de qui que ce soit. Quelle est l'analyse que je fais de tout ça? Parce qu'il y a une explication. Les querelles d'ego n'ont aucun sens. L'analyse que je fais est suivante. Il y a un Français sur deux qui ne vote pas. Et il y a un quart de ceux qui votent pour les extrêmes. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation?
Est-ce que je dois dire, moi, responsable politique, allez, on change rien, on ne bouge rien, on ne croit en rien, et on continue comme ça. Mieux que ça, M. Moati. La France, pays fondateur de l'Union européenne, vote non à 55% à la pourtant remarquable constitution de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il faut rompre. Non, n'allez pas si vite. Mais si, donc il faut changer. Donc il faut changer. Mais pas changer. Parce que si on continue... Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Cela fait trop longtemps, me semble-t-il, que du fait de la mondialisation, tant de Français se disent à quoi bon voter, puisque de toute façon les responsables politiques n'y peuvent rien. La fatalité s'est abattue sur le débat des idées. Et j'ai voulu dire que la fatalité, ça n'existe que pour ceux qui ont décidé de ne pas lutter, de ne pas combattre, de ne pas porter une alternative. Et qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Je veux tirer les conséquences d'un échec, un Français sur deux qui ne vote pas, pour faire et pour porter les conditions d'un nouveau débat démocratique. Je crois aux idées. Vous exprimez cette droite républicaine relookée à vos couleurs, je parle aussi à des gens qui sont à gauche. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont à gauche. Mais vous y allez sec, d'ailleurs, rechercher du côté de la gauche. Non, je ne vais rien chercher. Mais si. Vous savez bien que vous êtes trop marqué du côté du Front National à un moment. Mais si, on sait très bien qu'à un moment, vous vous êtes dit, il faut que j'ouvre plus large. On a, comme dirait Bayrou, hémisphère gauche et hémisphère droite. Vous savez, on peut être les deux à la fois, comme si on pouvait être les deux à la fois. Mais oui, je cite les gens que j'ai reçus et qui m'ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Comme vous, et après, je vous citerai vous, lorsque Ségolène Royal viendra. Si, je le ferai, je vous promets. Alors, dites-moi. Alors, on peut être les deux à la fois. Donc, alors... Je veux dire une chose, c'est que il y a des gens qui sont à gauche parce qu'ils croient à l'ordre, parce qu'il n'y a pas de société démocratique sans ordre. Oui. Mais ils pensent que l'ordre ne peut exister qu'avec le mouvement. Mais c'est pas le privilège de la droite, d'accord. Mais que l'ordre ne peut exister qu'avec le mouvement. Or, force est de constater que le Parti socialiste est devenu le nouveau parti conservateur de France. Et la droite de mouvement, c'est ça que vous dites. C'est quand même ça fait frémir, ça fait s'évanouir les gens de gauche qui nous regardent. Mais il faut les ranimer tout de suite, parce que je pense ils vont être animés. Je pense que sur un certain nombre de sujets. Par exemple, comment fait-on reculer les injustices en France? Jamais on n'a donné tant d'argent. Et pourtant, il y a toujours des injustices. C'est pas une petite question. Comment démocratise-t-on l'école républicaine française? C'est pas une petite question. Mais il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses. L'intégration. Bon, mais il y a beaucoup de réponses de gauche. Je souhaite que la campagne présidentielle permette à la France de choisir projet côte à côte avec d'autres projets, alternatives contre alternatives, pour que les Français puissent dire société contre société. Non, société, il ne faut pas être camp ni le camp non plus. Mais il faut simplement que les Français se disent au moment de voter, je sais pour qui je vote et je sais ce qu'il fera. Alors, et moi, je veux dire une chose, je dirai tout avant l'élection. Et vous ferez tout ce que si les Français m'élisent président de la République, je ferai tout ce que j'ai dit avant. Y compris tout. Y compris le choix de votre gouvernement, tout ça, etc. Vous direz avant. Il ne s'agit pas de se partager les postes avant que les Français vous aient fait confiance. Mais incontestablement, je pense qu'il faut présenter les grandes lignes d'une équipe. Alors, Michèle Alliot-Marie, elle ne pense pas du tout qu'il y a un vrai débat. On a reçu une dépêche cet après-midi. Hier, vous avez débattu avec elle au sein du UMP. Elle dit, ça ne faisait pas tellement débat. Elle dit, les règles du jeu ont été changées au dernier moment. J'ai respecté les règles, d'autres ne l'ont pas fait. D'autres, je ne sais pas qui c'est, peut-être vous, je ne sais pas. D'autres ne l'ont pas fait. Et si les débats ne devaient pas apporter quelque chose, je ne vois pas pourquoi j'y participerai, dit Michèle Alliot-Marie, après avoir passé 2-3 heures avec vous hier. Moi, je trouvais que c'était un débat de très bonne qualité. Le problème, M. Moati, c'est quand la droite s'affronte, l'ensemble de la classe politico-médiatique dit la droite explose. Hier, nous avons donné le sentiment d'une famille politique unie, dont les différences sont minces, où chacun a pu s'exprimer dans très bonnes conditions. On dit, le débat, dans ce cas-là, c'était un peu triste. Il faut s'y habituer. Pour moi, Michèle Alliot-Marie, c'est une femme de grande qualité, que j'ai vue d'ailleurs longuement avant le débat, que je reverrai également, qui a toute sa place dans la famille politique qui est la nôtre, et dont j'ai besoin. Parce qu'elle représente une sensibilité, et il n'y a aucun problème d'aucune nature. Et on débattra à Lyon, on débattra également à Bordeaux, en présence du pays. Mais ça s'est très bien passé. Mais elle n'a pas l'air de le dire, les règles du jeu n'ont pas été respectées. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à participer. Invitez-la et vous verrez qu'elle pense que ça s'est bien passé. En tout cas, c'est pas la seule. En tout cas, elle le dit publiquement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Je ne vais pas faire le commentaire de tout ce que peuvent dire les uns ou les autres. Michèle a voulu parler, elle a parlé, a voulu débattre, elle a débattu. Elle l'a fait d'ailleurs dans des conditions extrêmement respectables. Elle a dit des choses qui sont importantes et dont par ailleurs je tiendrai compte.
Tout le monde se souvient de votre petite phrase, là, vous savez, évidemment, sous forme de confession, c'était une forme de vos confessions dans les 100 minutes pour convaincre, il y a quelque temps. Oui, j'y pense pas qu'en me rasant, auriez-vous dit au sujet de l'élection présidentielle. Avez-vous dit, pas. En allant plus loin dans la révélation de votre intimité matinale, enfin, en vous rasant toujours, pensez-vous de temps en temps à Ségolène Royal? Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous dites comme ça en vous rasant, comme ça? Je dis qu'il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui a réussi à franchir toutes ces embûches que lui ont mis ses propres amis, c'est certainement quelqu'un qui a des qualités. D'accord. Et vous avez plutôt plaisir à la rencontrer bientôt, si les choses se passent normalement? Oh, c'est pas une question de plaisir. De toute façon, quand on est candidat, je suis le président d'une grande famille politique, je suis le candidat de grands courants de pensée. Si les Français devaient me désigner pour être présent au deuxième tour, eh bien, on se rencontrerait à ce moment-là. C'est pas une question de plaisir. C'est une question où on doit débattre, on doit éclairer les Français. C'est quelqu'un qui vous intéresse? Bien sûr, bien sûr. Sa façon d'exprimer les choses, sa façon de faire de la politique. Mais bien sûr, mais d'une certaine façon, elle représente à gauche, comme j'ai essayé de représenter à droite, une nouvelle façon de faire de la politique. Alors, et c'est pas la guerre, la politique. On peut se lancer dans un débat démocratique, on peut espérer porter les aspirations d'un pays et ne pas considérer que l'autre, forcément a tort sur tout, a moins de talent que vous, travaille moins que vous. C'est quelqu'un que je respecte. J'avais dit bien avant qu'elle ne soit désignée que c'était quelqu'un de qualité. D'ailleurs, vous savez, le débat qui a eu lieu au Parti Socialiste, M. Strauss-Kahn et M. Fabius, c'est également des gens de qualité. Forcément, mais pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des Et les règles ont été respectées. Très bien, et puis dans la douleur. Elles ont été respectées. Dans la douleur, mais... un grand débat qui fait rêver, on se dit, il faudrait faire la même chose. Non, je ne rêve pas de ça, mais écoutez, je vais quand même pas m'excuser de faire en sorte que dans les sondages depuis 5 ans, ou dans l'appréciation des adhérents de ma famille, il semble que j'ai une majorité. Écoutez, franchement, c'est pas à moi. Si d'autres veulent porter les couleurs de notre famille, eh bien, qu'ils se présentent, qu'ils en tirent les conséquences. Je peux pas être à la fois celui qui est candidat pour lui-même et candidat pour les autres. Ça me paraît assez difficile. S'il y en a qui veulent être candidats, qu'ils le soient, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai toujours vécu avec la concurrence, et je considère que les ambitions des autres sont légitimes. Alors, quand on écoute justement Ségolène Royal, il faut l'écouter sérieusement. Lorsqu'elle déclare en Israël que l'Iran du débonnaire Ahmadinejad, j'arrive jamais à dire ce nom, ne doit pas pouvoir posséder de nucléaire civil. Voilà un homme qui veut rayer Israël de la carte, et réunit à Téhéran un congrès révisionniste, mettant en doute la réalité de la Shoah. Elle n'a pas tort quand même de dire ça. Vous écoutez ça avec sérieux. Elle n'a pas tort de dire ça. Mais d'abord, j'écoute avec sérieux les choses, mais il faut prendre au sérieux les menaces d'Ahmadinejad. Non, mais ne me montrez pas du doigt. Que je montre du doigt, je sais pas. Je ne suis pas Ahmadinejad. Je montre du doigt Ahmadinejad, comme s'il était là. Nous avons, Mme Royal et moi, 2 différences en la matière, et qui peuvent aider au débat démocratique. D'abord, je pense, M. Moatti, qu'on ne discute pas avec tout le monde sans condition. Le fait que le Hamas ait été élu, le fait que le Hezbollah ait des députés, le fait que le président iranien ait été élu, ne leur donne pas pour autant un brevet de légitimité. Je rappelle, Hitler a été lui-même élu. La communauté internationale, ça compte, M. Moatti, a posé des conditions. Pour discuter avec le Hezbollah, pour discuter avec le Hamas, il faut que ceux-ci reconnaissent quelque chose qui me semble indispensable, le fait qu'on ne peut pas rayer Israël de la carte. Ce n'est pas être rangé derrière les Israéliens de façon inconditionnelle que de dire qu'il y a un droit à l'existence d'Israël. Le Hezbollah, comme le Hamas, le contestent. On ne discute pas avec eux tant qu'ils ne reconnaissent pas le droit d'Israël de vivre. La Shoah, ça a compté. Alors, premier désaccord avec Mme Royal, est-ce que vous croyez qu'elle conteste pas ça? Non, mais c'est lui faire injure que de croire qu'elle discute en étant d'accord avec quoi que ce soit. Monsieur Moatti, je ne fais injure à... Non, mais vous êtes d'accord, c'est grave. Non, monsieur Moatti, non. Je ne fais injure à personne, d'abord. Parce que les Français ont tellement discuté avec le Hezbollah et les représentants du Hezbollah, vous le savez très bien. Si je peux juste développer cette idée, elle a dit qu'elle avait la volonté de discuter avec tout le monde. La communauté internationale a posé des conditions. Si j'étais élu président de la République, je respecterais ces conditions. Allons-y. Deuxième problème sérieux, c'est l'affaire du nucléaire civil. C'est un traité de 1968. Le monde n'est pas le même. C'est un traité signé depuis 1968 que la communauté internationale, dans le monde entier, essaye de respecter. Il n'y a pas une personne dans le monde qui conteste cette idée que le droit à l'énergie du futur, qui est le nucléaire civil, c'est un droit pour tous les peuples.
tous pareils, y compris quelqu'un comme cet Iranien qui dit des choses hallucinantes. C'est justement cela. Mais alors, bien sûr, c'est justement pour ça, M. Mati. C'est justement pour ça. Parce que c'est la différence que nous faisons entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Si vous interdisez à l'Iran d'avoir le nucléaire civil, vous allez ranger 70 millions d'Iraniens derrière ce monsieur qui n'est rien d'autre qu'un dictateur, et bien plus grave, derrière, il y a 1 milliard de musulmans dans le monde, à qui vous donnerez le sentiment que pour eux, à la différence de l'Occident, il n'y a pas d'accès à l'énergie du futur. La communauté internationale, encore elle, c'est l'article 4 du traité de non-prolifération, a bien pris. Mais dans le monde entier, les gens réfléchissent. Si l'unanimité de la communauté internationale s'est faite sur la différence entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, c'est qu'il y a bien une raison, M. Mati. Oui, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu Mme Royal. La communauté internationale a posé cette règle de base. Eh bien, je souhaite qu'elle soit respectée. Bon, on revient à la Mais vous savez, ce sont des vrais débats. Mais je sais que c'est pas des petits débats. Mais non, mais c'est un débat capital. J'ajoute une troisième chose, si vous me permettez. Je crois à l'indépendance du Liban. Le Liban, c'est un miracle dans cette région. Bien sûr, c'est un exemple, un exemple, bien sûr. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier affrontement? C'est le Hezbollah qui a pris une responsabilité très grave. Et qui peut-être la prend en ce moment, aujourd'hui même, au moment où on parle. Qui cause bien des ennuis au gouvernement de M. Signorat, bien que sûr. Nous soutenons et qui doit être soutenu par ailleurs. Voilà qu'a fait le Hezbollah. Le Hezbollah a lancé des missiles sur des villes pour atteindre, des villes israéliennes, pour atteindre des civils israéliens. Il n'y avait même pas le prétexte d'un objectif militaire. Quand on fait ça, on a un comportement terroriste. Il faut dire un peu un chat. Le Hezbollah, c'est ce que je fais. Le Hezbollah a donc conduit le Liban dans une sorte de guerre civile qui nuit d'abord à l'intérêt des Libanais. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, pour autant, moi, j'ai considéré que la riposte du gouvernement de M. Holmer était exagérée. Mais je veux dire qu'il y a eu un agresseur, qui était le Hezbollah, et qu'il y a eu une victime. Et par la suite, on s'est trouvé dans un engrenage. Eh bien, moi, je n'accepterai pas qu'un député du Hezbollah compare Israël et les nazis. Je ne l'accepterai pas. Elle ne l'a pas parce entendu. Que l'histoire. Vous savez bien qu'elle ne l'a pas entendu. Il paraît qu'il y a eu un problème de traduction. Si elle ne l'a pas entendu. L'ambassadeur aussi. Si elle l'a pas entendu, notre ambassadeur dit la même chose que Ségolène Royal. Si elle ne l'a pas entendu, moi j'ai lu ce qui avait été dit dans la presse écrite. D'accord, mais l'ambassadeur, vous ne pouvez pas mettre en doute la parole d'un ambassadeur qui représente notre pays. Non, mais il y a mieux. Il y a le député Hezbollah qui a dit oui, je l'ai dit. Alors moi, peu importe, je ne veux pas faire de polémique, ça a déjà fait assez de politique. Je ne parle pas de Mme Royal. Je dis que si j'avais été dans la même situation... Et si vous ne l'aviez pas entendu, on aurait dit Sarkozy soutient, est d'accord avec certains points. Si vous acceptez que je termine ma phrase, je vais vous dire, si je m'étais trouvé dans la même situation, je me serais levé et j'aurais quitté la salle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas devant moi. Parce que la Shoah, parce que les nazis, parce que ce qui s'est passé en Europe, à cette époque-là, ça a pesé lourd. Et que le devoir de la génération qui est la mienne, qui n'avons pas connu la guerre, qui n'avons pas connu ces horreurs, ce devoir, c'est de ne jamais, bien sûr, ne jamais oublier. Jamais transiger avec ça. D'accord. Et on ne peut pas transiger avec ça. Voilà. C'est tout. Alors, moi, je ne dis pas, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mme Royal et quels sont les problèmes. J'ai vu tout un tas de polémiques sur son voyage. Je dis simplement, M. Mati, si j'avais été dans la même situation, voilà ce que j'aurais fait. Vous auriez quitté la salle. Alors, on revient en France, s'il vous plaît. Clichy-sous-Bois, le 27 octobre 2005. Deux gamins. Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans. Meurent électrocutés dans un transformateur EDF, alors qu'ils sont poursuivis par les policiers. Tout commence. Le deuil et la révolte. Regardons ces images. 100 personnes, pour la plupart des parents, venus soutenir les familles endeuillées. Quelques minutes avant le départ de la marche, devant la mairie et en présence du maire, des représentants des jeunes et des instances musulmanes avaient tenu à faire un appel au calme et à la dignité. Donc les gars, je veux dans le silence, je veux pas de bruit, je veux pas de paroles inutiles. Les gars, je veux juste le respect. On sait tous, le métier de policier est difficile, exposé, dangereux souvent. Nous vous avons vu assister à des enterrements d'une main des enfants des victimes. On est d'accord, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes. La LIGS, l'Inspection Générale des Services, vient de rendre un rapport qui met en cause, je le cite, le comportement d'une légèreté, d'une distraction surprenante. Comment? Non. Non. Si, de certains policiers.
Comment vous dites non? Je sais que j'ai vu le rapport, moi. Mais oui, mais nous, on a ce qu'on a à notre disposition. Et le directeur des services de l'IGS, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Monsieur Vignan a dit, mais pas du tout, c'était déformé, etc. Alors, au-delà de cette polémique que je trouve pas... Non, mais je vais m'en expliquer. C'est mon devoir, d'ailleurs. Oui, il faut vraiment, parce qu'on ne peut pas laisser ça, et puis polémique, on a dit ça, on n'a pas dit ça. Non. Il y a 150 000 policiers, c'est la police de la République. Je suis aussi responsable devant eux de leur image. Lorsque l'IGS parle de légèreté, c'est la légèreté d'un fonctionnaire au standard qui aurait dû prévenir. C'est absolument pas la légèreté des policiers. D'abord, il y a une première polémique. Y avait-il eu une tentative de vol? Le rapport de l'IGF le confirme, il y a eu une tentative de vol. Pour le reste, c'est un drame. Que 2 gamins meurent, quels qu'ils soient, c'est atroce et c'est un drame. C'est la première remarque. Deuxième remarque, j'aimerais tellement qu'on comprenne que dans la République française, quand la police veut vous contrôler, le raisonnement normal, c'est d'accepter ce contrôle et de ne pas fuir, se cacher. Mais Monsieur Maty, Monsieur Maty, c'est quelque chose qui existe. Il y a eu un rapport, il y a une enquête, on verra ce que dit la justice et chacun le respectera. Mais je voudrais dire 2 choses. La profession de policier est une profession dangereuse. Chaque année, il y a 5% des policiers qui vont à l'hôpital. Et deuxièmement, le corps de la police républicaine française, c'est le corps le plus contrôlé de France. Heureusement. Mais naturellement, heureusement. Heureusement. Ils sont armés, contrairement aux postiers. Mais pas simplement, quand on fait usage d'armes, je n'accepte aucune dérive. Je n'accepte pas la familiarité, je n'accepte pas le tutoiement, je n'accepte pas toute forme qui, de près ou de loin, pourrait s'apparenter à du racisme ou à des injures basées sur des discriminations. Ça passer notre pays pour un État policier. Mais franchement, dans toute cette affaire bouleversante, parce qu'il y a de jeunes qui sont morts, faire porter la responsabilité de ces morts sur la police, c'est, me semble-t-il, très injuste et très disproportionné. J'ajoute que faire porter la responsabilité des 27 nuits d'émeute sur ce qui s'est passé à Clichy, c'est ridicule et c'est outrancier. Ce qui s'est passé dans un certain nombre de nos quartiers, c'est une chose, malheureusement, qui est le produit d'une société qui n'a pas voulu se pencher sur la question de l'immigration. On a laissé venir tout le monde sans se préoccuper le moins du monde des conditions d'intégration, de logement et de travail. Et qui les a fait venir aussi. Tellement on sait bien. Nous soyons tous responsables, ça c'est sûr. Tout le monde est responsable. Mais ça arrangerait bien, qu'ils viennent, ça arrangerait bien. C'est bien pour ça qu'il faut changer les choses. Oui. Parce que si on ne contrôle pas l'immigration, on ne peut pas intégrer. Et la machine à intégrer de la République française, elle s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée. Oui. Elle s'est arrêtée pourquoi? Parce que sous le nombre, nos systèmes n'ont plus fonctionné. S'il y a des sanctions à prendre contre des policiers, vous les prendrez. Mais bien sûr, très bien. Je le fais. Mais Monsieur Moati, chaque année, je prends quelques dizaines de sanctions parce qu'il y a des comportements qui sont parfaitement inadmissibles. J'ai une lettre pour vous. Donc j'ai une lettre pour vous. C'est Marc Lambron, qui est un magnifique écrivain, qui, vous savez, qui a écrit un livre sur Ségolène Royal, là, mignonne, Le Voici la Rose, qui est publié chez Grasset, et qui là, pour une fois, ne l'écrit pas à Ségolène, mais à vous. Et si vous voulez bien vous retourner, Monsieur Sarkozy, là, il y a une lettre qui va, si vous voulez bien avoir la gentillesse de la lire, ça nous fera plaisir. Alors, Monsieur le Ministre, Winston Churchill a dit « J'ai commencé par ambition et j'ai continué par colère ». De ces 2 mots, l'ambition et la colère, lequel a plus de sens pour vous? Veuillez agréer, etc. Eh bien, si j'avais à en choisir un, j'en choisirais aucun. Ni ambition ni colère? Oui. Parce que la colère n'est pas bonne conseillère, et parce que l'ambition, c'est ce qu'on a quand on est jeune. Quand les années passent, si on n'a que de l'ambition, soi-même, on ne va pas au bout. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est la volonté, c'est le volontarisme, c'est l'exigence, c'est l'espérance. Volonté et espérance, ça, ce sont 2 mots qui comptent plus pour moi qu'ambition et colère. Je n'ai aucune colère en moi. Je n'ai aucune colère pour une raison assez simple, c'est que je sais trop que la vie, ça ne va pas avec la colère. Parce que celui qui est en colère, il se condamne à l'impuissance. Et je n'aime pas l'impuissance. L'ambition, j'en ai eu beaucoup, quand j'étais plus jeune. Et puis la vie... Vous n'avez pas totalement dépourvu maintenant. J'ai beaucoup changé, Monsieur Moati. On le mesure l'ambition,
Non, mais vous me posez une question. Mais je vous écoute, j'arrête pas de vous écouter. Peut-être que vous ne me fréquentez pas assez pour le mesurer. Je déplore, trouvons des occasions. Mais je voyais... L'ambition, c'est quelque chose que j'avais quand j'étais plus jeune. Oui. Et puis je me suis rendu compte que le pouvoir, que les responsabilités, que le destin d'un pays, c'était beaucoup plus grave que je ne l'imaginais. Et ça ne pouvait pas se résumer à une ambition. Vous répondrez à Marc Lambron, si vous en avez la possibilité. Écoutez, puisqu'il a eu la gentillesse de me faire une lettre de surcroît manuscrite, si vous me la laissez, je lui répondrai. Et lisez son livre. Alors, donc, je lui dirai de réfléchir à l'espérance. Oui, mais vous dites, vous avez déclaré qui mon pire ennemi. Qui n'est pas forcément la rose. Vous avez déclaré mon pire ennemi, c'est moi-même. Hein je me souviens pas. Pourtant, vous l'avez dit. Je vous cite entre guillemets. Disons que ça a été dit dans la presse. Alors oui, mais alors qui croit, on ne peut plus se fier à personne. Et qu'est-ce que vous voulez dire, mon pire ennemi, c'est moi-même? Ah oui. À vos collègues de la presse, qui croient, ce n'est pas eux. Enfin, arrêtez, dans quel monde vivons-nous, si on peut plus faire quoi? C'est un grand moment de naïveté. Oui, mais enfin, sincère. Qui vous rend sympathique. Oh oui, ça enfin, je me rends sympathique à vos yeux. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous l'avez dit, mon pire ennemi, c'est moi-même. Non, je ne l'ai pas dit. Non, de surcroît. Vous dites, si, alors je vais vous citer, moi, vous dites, trop boulimique, trop empressé. C'est dans votre livre témoignage, vous dites tout ça. Je l'ai quelque part, je vous le jure, je l'envoie à chaque spectateur. Non, ça va me coûter de fortune. Non, mais enfin, vous dites de vous-même, je suis trop empressé, trop boulimique, tout ça, etc. Non, je ne crois pas que j'avais écrit ça. Non, si, alors ça, pari pris. Très bien. Peut-être j'écris que lorsque j'étais trop jeune, j'étais trop pressé, que je voulais trop de choses, et en même temps. Et puis les années ont passé, les épreuves sont arrivées, et j'ai appris de la vie, comme chacun d'entre nous. Quelle épreuve surtout? Toutes. Les épreuves professionnelles, les épreuves personnelles, les soucis de la vie. La vie vous réserve beaucoup de difficultés. Et lorsqu'on veut aller jusqu'au bout d'un métier qu'on a choisi, sur ce chemin, vous y réserve beaucoup d'attaques, beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments où il faut dominer ses propres sentiments. On a voulu vous casser souvent et on continue. Oui, incontestablement. Mais je considère que c'est d'ailleurs une règle du jeu qui est acceptable. Regardez ces images, Nicolas Sarkozy. Vous aviez 20 ans, le monde était jeune, on était en 1981. C'est toujours difficile pour moi de regarder ces images. Alors, regardez ces images. En tant qu'animateur d'un comité de soutien pour Jacques Chirac, qu'attendez-vous de Jacques Chirac? Écoutez, les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Qu'il sache parler le langage de l'ambition et de l'espoir. De l'ambition pour notre pays, car nombreux sont les jeunes qui ne veulent pas que leur pays et la France soient ramenés au rôle d'une puissance de second rang. Et le langage de l'espoir, car croyez-moi, les 750 000 jeunes qui sont aujourd'hui au chômage ont bien besoin qu'on leur parle le langage de l'espoir. Je trouve que vous n'avez pas tellement pas changé. C'est une blague, personne ne va croire votre sincérité, monsieur. C'est un désastre. Pas du tout. Alors, et à ce moment-là, vous avez écrit, alors là je le garantis aussi, je n'ai pas choisi de faire de la politique, j'ai toujours voulu faire de la politique, ça n'appelle plus profond que moi, c'était mon chemin. C'est ça que vous dites. Comment? Une vocation presque religieuse, comme ça, de faire de la politique, comme d'autres veulent entrer dans les ordres, comme ça, vous vous sentez accolé? Pourquoi dire une vocation presque religieuse? Vocation tout court. Vocation tout court, mais qu'est-ce qui vous a appelé? Parce que, très jeune, j'ai eu le privilège de ne pas avoir à m'interroger sur ce que je voulais que soit mon avenir. Mais c'est un privilège fantastique d'avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, et de savoir ce qu'on veut faire. C'est pas donné à tout le monde. Peut-être que vous-même, déjà à cette époque-là, vous vouliez être journaliste. Vous vouliez faire quelque chose d'utile de votre vie. Vous vouliez vivre une aventure collective passionnante. Eh bien, moi, c'est une vocation. J'aimerais tellement. Alors, cette phrase sur votre vocation qui résonne, pour moi, quasi religieusement, enfin, parlez-moi de votre grand-père maternel, Bénédicte. Alors, Bénédicte Mala, c'est un juif grec, un médecin étranger arrivé en France entre 1912 et 1917, et viscéralement gaulliste. Alors, juif, gaulliste, la foi, l'engagement, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste de sa ferveur à Bénédicte que vous avez tant aimé, votre grand-père? Oui, il me reste un souvenir merveilleux. C'est un homme que j'aimais beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi. J'ai vécu avec lui. Il m'a élevé. Il me reste une chose, c'est qu'il parlait très peu. Il parlait très peu. Et c'est quelqu'un qui me touchait énormément. Le jeudi, on allait toujours faire une promenade ensemble. Ça paraît le Moyen-Âge, mais les promenades qu'on faisait avec mon grand-père, c'était très simple. On prenait 2 tickets de métro. On prenait la première station à côté de chez nous. On prenait une ligne au hasard. On allait jusqu'au terminus. On sortait du terminus. On cherchait le premier café. On allait dans le premier, pas le second, le premier. Et on prenait la même chose. Un café pour lui, une orange pressée pour moi, avec une tartine beurrée. Et on rentrait. Et le monde était beau. Ouais.
Écoutez, ça paraît une société tellement démodée par rapport à aujourd'hui. Et pourtant, c'était ça, le quotidien. Et c'est ça que j'ai aimé chez lui. Et en même temps, il y avait quelque chose qui était absolument bouleversant. C'est que tout ça était très simple, mais l'avenir était une espérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'occasions de s'amuser. Il y a beaucoup de choses différentes à faire. Mais l'avenir est devenu une menace. Et peut-être que nous, à cette époque, on était plus heureux que les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'on se disait, on va vivre dans une société où il y aura des découvertes extraordinaires, ça va être mieux. Aujourd'hui, tout le monde se demande ce qui va lui tomber sur la tête. Et mon projet, c'est justement, en référence à ce souvenir, refaire de la France le pays de tous les possibles. Refaire de l'avenir une espérance alors qu'il est devenu une menace. C'était rien, c'était peu de choses, mais pour moi c'est tout. Vous savez, tout est possible, ça. On aimerait vous entendre, on aimerait y croire, parce que tout le monde a envie de ça, pour ses enfants, pour soi, enfin, pour tout le monde. Ça semble facile et beau à vous entendre. Et regardez, on a filmé des images hier, dans la rue, et au centre de l'association Emmaüs. Regardez, monsieur le ministre. Ils sont 86 000 en France, dans les rues de nos villes, partout, à vivre sans abri, sans toit. Et ils sont d'année en année plus nombreux. On les croise et parfois on ne veut pas les voir. On s'émeut quand c'est l'hiver et souvent on les oublie. Ce sont les SDF. Chiffre incroyable. Près d'un Français sur deux, selon une récente enquête Emmaüs BVA, a peur de finir dans la rue. Une frayeur collective, une angoisse, une terreur. Que nous dit-elle de nous, cette peur si profonde? Que nous dit-elle de l'état de notre société à 5 mois des présidentielles? Voilà, ces images ont été filmées hier, dans la rue et donc près d'Emmaüs. Qu'est-ce que cette peur-là, un Français sur deux qui dirait, bon, j'ai peur de devenir SDF, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Nicolas Sarkozy? C'est une catastrophe. C'est la société française qui perd confiance en elle-même. C'est-à-dire ceux qui ont un petit quelque chose se disent on va le perdre. Et ceux qui n'ont rien se disent on n'a aucune chance de construire une vie où il y aura quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a la dévalorisation d'une valeur essentielle qu'est le travail. Qu'est-ce qu'on a fait de plus catastrophique en France toutes ces dernières années? Si on a fait en sorte que le travail ne paye plus, si vous me permettez cette expression populaire. Parce que c'est le travail, l'absence de travail, le travail qui n'est pas assez récompensé, les problèmes du pouvoir d'achat, du montant des salaires, qui font que notre société crée tant de précarité, parce qu'il y a aussi il y a aujourd'hui des pauvres sans travail et des travailleurs pauvres. Et le cœur de mon projet, c'est de redonner au travail la place qu'il est indispensable de lui redonner. Et à partir de ce moment-là, tout peut devenir possible. Est-ce que vous auriez soupçonné une telle détresse, dite, comme ça, perçue dans ce sondage? Quand même, c'est extraordinaire. Vous avez été étonné. Martin Hirsch, vous êtes le président d'Emmaüs, quand même. C'est pas ce qui m'a le plus étonné. Non? Ce que je trouve le plus étonnant comme statistique, c'est celle qui montre qu'un tiers des SDF travaillent. Et donc, moi, je parle au nom, effectivement, d'une association qui, depuis 50 ans, se dit que les gens doivent retrouver leur dignité par le travail, plutôt que par les allocations, plutôt que par la solidarité. Je parle aussi au nom de quelqu'un d'un groupe qui a fait un rapport sur comment est-ce qu'on peut faire sortir les enfants de la pauvreté par le travail. Et en ce moment, on travaille avec des conseils généraux pour essayer d'innover et de trouver des nouvelles voies pour s'en sortir. Alors, en faisant ça, j'ai été pioché, je regarde les programmes des candidats à l'élection présidentielle, des différents partis, les discours et les actes. Et j'essaye de voir si derrière les slogans, on trouve véritablement les leviers pour répondre à la pauvreté d'aujourd'hui. Réponse. Alors vous les trouvez ou pas? On les trouve pas. Je vais vous donner 3 exemples. Quand aujourd'hui on discute avec un allocataire du RMI qui travaille quelques heures pour aider une personne handicapée, elle n'a pas 1 centime de plus qu'une autre allocataire du RMI qui ne travaille pas ces heures-là. Premier exemple. Deuxième exemple, les gens dans nos foyers pour lesquels le coût du logement représente un coût insurmontable. Martin, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Qu'au fond, on s'émeut les SDF quand c'est Noël, et puis après on oublie, enfin on se dit quoi? Soit compassion, soit effectivement des logiciels qui marchent sur la pauvreté d'il y a 20 ans et qui n'ont pas été réadaptés à la pauvreté d'aujourd'hui, qui est effectivement la pauvreté du travail, la pauvreté des jeunes, la pauvreté des actifs. Et moi, j'attends de savoir si les candidats à la présidentielle, si vous-même, monsieur le ministre, vous vous engagerez par exemple à ce qu'il y ait, vous savez qu'il y a 2 millions d'enfants pauvres en France, est-ce que vous vous engagez à, si vous êtes élu, que 5 ans après, il y ait 25% d'enfants pauvres en moins,
grâce à ce qui pourra être fait pour que les gens ne reperdent pas d'argent en travaillant, pour que les gens... Voilà. Gérard Filoche, peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être compléter aussi ? C'est très important ce que dit Martin. En plus, c'est quelqu'un qui fait un travail tout à fait remarquable, que je suis depuis longtemps. Il mérite une réponse précise. L'objectif, Monsieur le Président, n'est pas de dire qu'il y aura 25% d'enfants pauvres en moins, comme Lionel Jospin avait promis qu'il n'y ait plus un seul SDF. L'objectif, pardon, parce que même dire 25% d'enfants en moins, ça veut dire qu'il en resterait 75%. Quel objectif ? L'objectif, il est quoi pour moi ? C'est que chaque personne ait intérêt à travailler plutôt qu'à rester dans la dépendance et dans l'assistance. C'est ça l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune motivation pour quelqu'un de reprendre un travail puisque le système est construit pour engager un certain nombre de gens dans l'assistance. Prenons un exemple. Vous croyez ça vraiment, que les gens ont envie de rester... Je vais vous le démontrer. Ce discours-là me paraît terrible. C'est une vision de la société des fainéants, quoi. Des fainéants. Non, mais franchement. Mais non, n'employez pas des mots. Il vaut mieux être dans l'assistance que dans le travail. Non, monsieur Maty. Prenons l'exemple des quinquagénaires. La France dépense chaque année 5 milliards d'euros pour financer des pré-retraites, pour conduire des gens qui ont encore de la force et une volonté vers la pré-retraite plutôt que vers le travail. Je dis, c'est une erreur. C'est la preuve. Alors Gérard Filoche, attendez, un peu de contradiction. Gérard Filoche qui est inspecteur du travail. Je voudrais terminer sur Martin Hirsch. Et ce qui est vrai pour les quinquagénaires l'est également pour les plus jeunes. La religion du non-travail a fait des ravages en France. Mais d'où elle vient cette religion du non-travail ? Elle vient d'abord... Il y a des prêtres de cette religion et des adeptes ? Nos jeunes rentrent dans le monde du travail plus tard que nous-mêmes nous y rentrions. Nos anciens, les quinquagénaires, j'en suis, sortent du monde du travail plus tôt qu'on ne sortait avant. Et entre-temps, quand on est au travail, on a construit seul pays au monde le système rigide des 35 heures. Ça s'appelle dévaloriser le travail. Tout mon projet consiste à dire qu'on va revaloriser le travail. Je prends un exemple, 45 minutes de travail de plus par jour. Pour un smicard, c'est 15% d'augmentation de salaire de plus. C'est considérable. Monsieur Sarkozy, c'est une religion, et 35 heures, on a eu le culte du travail. Gérard Filoche, inspecteur du travail. Les salariés de ce pays sont 16 millions dans le privé et 5 millions dans le public. On a le taux de production horaire le plus élevé au monde. Ils travaillent beaucoup. Mais ils ne reçoivent pas le salaire qu'ils méritent en échange de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que l'essentiel de cet argent va maintenant au capital financier, vous le savez. Et qu'il y a une distribution des richesses qui est totalement inégale. Vous êtes assez, dur avec les faibles, ceux qui ne travaillent pas. Mais vous êtes assez complaisant avec les forts, c'est-à-dire ceux qui encaissent. Et quand vous me dites, s'il y a quelqu'un qui travaille de plus, il va gagner plus, ce n'est même pas vrai. Il y a des millions de gens qui travaillent aujourd'hui dans tous les secteurs, le bâtiment, la restauration, l'agriculture, le transport, qui travaillent 40, 45 heures, 50 heures par semaine et dont les heures supplémentaires ne sont déjà pas payées, ni majorées, ni cotisées. Donc il n'y a pas une religion du non-travail. Mais la religion de M. Sarkozy, c'est de dire le libre choix de travailler plus pour gagner plus. Mais ce qu'il propose, c'est le contraire. Parce qu'il n'y a pas un salarié de ce pays qui a le libre choix de déterminer son propre horaire. C'est l'employeur qui le décide. Deuxièmement, les mesures qui ont été prises depuis 5 ans, dont vous êtes co-gérant, ont allongé les durées du travail, le contingent annuel, permis de racheter le compte épargne-temps. Elles ont permis de baisser les heures supplémentaires déjà pour les petites entreprises de moins de 20 jusqu'en 2008 à seulement 10%. Elles ont permis des forfaits jours. Et tout ça fait que les gens travaillent déjà plus, mais ne gagnent pas plus. Et j'ai bien écouté, j'ai lu votre programme votre discours d'agent, monsieur. D'accord, monsieur Filoche. Le discours de l'UMP. Si les salariés lisent votre discours, ils vont pas vous donner une voix. Pas une voix. Monsieur Filoche, avec votre autorisation, je respecte beaucoup ce que vous pensez et ce que vous êtes. Je vous demande le même respect. Je vous demande le même respect. Vous êtes quel fond, monsieur, je n'ai pas parlé de respect. Non, je vous demande le même respect. Et quand vous dites que je suis dur avec les faibles et faible avec les forts, c'est une formule, vous valez mieux que ça, monsieur Filoche. Permettez-moi de vous le dire. Ça ne fait pas avancer le débat, ce sont des caricatures, et il y en a bien assez des caricatures. Vous êtes bouleversé par les propos de moi, je ne suis pas venu pour... Je doute l'argument du fond. Non, mais, monsieur Filoche, permettez-moi de vous le dire. C'est inutile. La France a un rendez-vous avec un débat beaucoup plus important que ça. On n'a pas besoin de s'envoyer des choses comme ça, quel que soit votre engagement politique. Ça ne sert à rien. Premier point. Qu'est-ce que je propose ? Je propose une véritable révolution économique. Aujourd'hui, tout est fait pour décourager l'octroi d'heures supplémentaires aux salariés français. Pourquoi ?
souffrez que je m'en explique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que les cotisations sociales qu'on paye sur les heures supplémentaires, qui sont déplafonnées, et le prix des heures supplémentaires fait qu'on n'a aucun intérêt à donner des heures supplémentaires. C'est une réalité. Je propose d'exonérer les heures supplémentaires de toute cotisation sociale et même de toute imposition pour que celui qui travaille plus gagne plus. Je vais vous dire pourquoi, M. Filoche. Parce que pour moi, les RTT, quand on n'a pas les moyens de payer des vacances à ses enfants, et les week-ends, quand on n'a pas les moyens de passer des week-ends avec sa famille et de les emmener, ça ne sert à rien. Quand on gagne 1 500 € par mois, ce dont on a besoin, c'est un salaire plus important. Il ne faut pas les diminuer, il faut les majorer pour que les gens gagnent plus. Mais bien sûr. 50%. Attendez, deux questions. Formidable débat. Non, mais c'est un débat. Non, ça veut donc dire qu'un chef d'entreprise qui donnerait des heures supplémentaires ne paierait pas de cotisation sociale sur ces heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'il serait encouragé à donner des heures supplémentaires, ce qui permettrait de payer ces heures supplémentaires plus cher pour le salarié, ce qui donnerait un pouvoir d'achat et un salaire supplémentaire pour les salariés français, parce qu'il y a un problème gigantesque de pouvoir d'achat dans notre économie aujourd'hui, et nous aurions alors un système gagnant-gagnant, là où nous avons un système perdant-perdant. D'ailleurs, M. Moati, je pose une dernière question. Comment se fait-il que des années après les 35 heures à la française, aucun pays au monde ne se soit doté du même arsenal. Il n'y a pas d'effet contagieux, vous voulez dire. Non, ça c'est la seule idée. Ça s'est pas répandu comme une traînée de poudre. C'est la seule idée à jamais inexportable. Mais vous êtes un formidable. Non, c'est la réduction du temps de travail. Parce que ça, c'est historique. Partout, ça se passe, même en Corée, même en Chine. Et la tendance du progrès, c'est de réduire la durée du travail. C'est pas de l'allonger comme vous. Monsieur Filoche. Alors, Monsieur Filoche, débat passionnant, si vous permettez. Ah non. Non, mais attendez. Vous faites comme Raffarin, vous menez les débats à l'UMP. Non. Moi, je suis en concurrence nette, là. Non. Monsieur Moati, je ne me sens pas à l'UMP. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans un plateau démocratique de télévision. Mais là-dessus, c'est un sujet passionnant. Car mon idée, c'est justement de laisser la liberté de choisir aux gens. Prenons l'exemple du... Attendez, il faut qu'on avance. Attendez, Sylvie Pierre-Brossolette a une question. Le 24 décembre est un dimanche. Ah non. Eh bien, est-ce qu'on a le droit de travailler un dimanche 24 décembre ? Ma réponse est oui, sur la base du volontariat. Sylvie Pierre-Brossolette, rédactrice en chef. Non, monsieur Filoche. Eh bien, non, monsieur Filoche. Non, ça le sera pour moi. Monsieur Filoche, soyez sympa. Monsieur Filoche, je vous le demande comme un service personnel. Arrêtez. Sylvie Pierre-Brossolette, rédactrice en chef du Figaro Magazine. Élargir le débat à propos de cette crise de confiance, cette peur qu'ont les Français et de ses causes. Bien sûr, il y a ce problème du travail qui est évidemment fondamental. Il n'y a sans doute pas que ça. Et il y a peut-être aussi un sentiment qu'on parlait des faibles et des forts, que la société, la politique est plus faite pour les forts que les faibles. Je prendrai un premier point d'application, la justice. Est-ce que certains justiciables n'ont pas l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses, que par exemple elle est plus sympathique M. Portelli, elle se redresse. Pour des puissants que pour des faibles. Et je voulais vous demander une question précise. Si vous êtes élu président de la République, il se posera un problème très précis au sujet du chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il est normal et souhaitable que la justice suive son cours, comme c'est prévu par l'arrêt de la Cour de cassation, la minute où il redevient un citoyen ordinaire, ou est-ce que vous pensez que, pour épargner la fonction d'un ancien chef de l'État français, il faudrait procéder à une forme ou une autre d'amnistie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, justice normale ou justice spécifique pour un cas pareil ? Question-réponse. Alors, ces choses sont très simples, je répondrai 3 fois. D'abord, pas d'amnistie. Et je suis même celui qui a proposé que le président de la République n'ait plus le droit d'amnistie. De même que le droit de grâce, je ne vois pas pourquoi, dans une république, un homme, fût-il élu, aurait le droit de décider d'une grâce ou d'une amnistie. Première réponse. Deuxième réponse. Il est parfaitement normal qu'il y ait un statut du chef de l'État durant l'exercice de ses fonctions, non, qu'il ne le protège pas, M. Mati, qu'il protège la fonction. C'est-à-dire qu'il suspend des procédures pour que le chef de l'État, ce que j'essaie de dire, c'est raisonnable, pour que le chef de l'État ne soit pas obligé de répondre à toutes les convocations durant son mandat. Mais ça n'a d'importance et d'impact que dans la mesure où ça ne rentre pas, chère Sylvie Pierre-Brossolette, dans le cadre de la prescription,
que ce temps est mis entre parenthèses et que l'ensemble des procédures recommence à la minute où celui-ci n'est plus chef de l'État. Donc la justice recommence normalement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, donc la justice recommence normalement. On est d'accord? Oui, parfaitement. C'est ce que j'ai dit en 3 points. Ça me semble parfaitement clair. Allez-y. Autre élément de vérité, hein, vous voulez parler vrai, sans tabou, dire aux Français ce que vous ferez si vous êtes élu. Vous avez répondu très vite à Serge Moati tout à l'heure sur votre engagement sur qui serait au gouvernement. Est-ce que vous annoncerez, oui ou non, avant d'être élu, qui sera votre Premier ministre et vos principaux ministres, comme vous l'avez écrit dans votre livre? Non, je présenterai l'essentiel de l'équipe sans la répartition des compétences pour une raison très simple, c'est que tant qu'on n'est pas élu, on n'a pas à choisir. Mais vous direz les noms? Je dirai les noms de la principale. Ça peut être une femme, le Premier ministre, ou... Ségolène Royal? Non. On pense à une autre, à l'UMP. Enfin, définir la qualité d'une fonction en fonction du sexe de la personne, ça me semble un peu court. Bon, petite question, Annette, sur votre pratique de la démocratie. Il faut revenir à l'emploi. Dernière petite question sur votre pratique future de la démocratie, si vous êtes élu. Est-ce que vous pratiquez le référendum sur les grandes questions pour trancher, faire trancher par les Français les grandes questions? Et si jamais vous étiez battu à un référendum, est-ce que vous trouveriez logique de vous en aller? D'abord, je considère que le quinquennat a profondément changé le fonctionnement de nos institutions. Le général de Gaulle a créé le référendum pour aérer le septennat. À partir du moment où on aura voté en mai pour le président de la République, en juin pour les députés, puis viendront les municipales, les cantonales, les régionales, je ne vois pas l'utilité de provoquer un référendum. J'ajoute sur la question du référendum que j'aurais souhaité qu'il y ait un référendum sur l'abandon ou pas du service national, mais que je ne suis pas persuadé que la question du référendum ait été la mieux adaptée pour adopter une constitution de quelques 450 articles. Pour autant, je souhaite un président de la République qui s'engage, qui prenne ses responsabilités et qui les assume. Parce que je pense que celui qui est élu doit assumer ses responsabilités. Mais je veux l'équilibre des pouvoirs. Et je souhaite changer profondément, Sylvie Pierre Brossolette, le système des nominations dans la République française. Ainsi, pour nommer le président d'EDF, je ne verrai que des avantages. Et je le proposerai. Et je le proposerai que la nomination soit soumise aux commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat et ratifiée par une majorité qualifiée pour que majorité et opposition se mettent d'accord sur un nom responsable. Même chose pour les ambassadeurs, avec le risque comme Attendez, Sylvie. Revenons sur l'emploi, justement, on parle d'emploi. On parle d'emploi du président de Suez. C'est important, ça. Non, mais, puis-je peux dire, je ne pense pas qu'il faut, pour les ambassadeurs et les préfets, faire la même chose, puisqu'ils ont à appliquer une politique fixée par le gouvernement. Il n'est pas anormal que ce soit le gouvernement qui désigne ceux qui appliquent cette politique. Mais je veux sortir d'un système d'une nomination ou quand la gauche est là, ou quand la droite est là, espèce de spoil system. Moi, je ne veux plus de nominations qui soient des nominations de complaisance. Et je pense que dans une démocratie libre, honnête et transparente, la majorité et l'opposition doivent se mettre d'accord. Le président proposera au Conseil des ministres, le Conseil des ministres proposera aux commissions. C'est un point extrêmement important. Revenons sur l'emploi, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les ambassadeurs et la protection du chef de l'État, mais il y a une question de protection de millions de personnes qui mérite plus qu'une minute 15. Allons-y. Vous avez parlé des heures supplémentaires pour un certain nombre de gens, mais ceux qu'on voit aujourd'hui, c'est ceux qui n'arrivent même pas à franchir la première marche. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui au RMI, et je sais que vous voyez comme président de conseil général dans un département que c'est difficile de les faire diminuer, ça augmente extrêmement vite. Et ceux-là, ils ont envie de travailler à plein temps, ils ont envie de pouvoir gagner plus d'argent quand ils travaillent que quand ils sont au RMI, et ils sont confrontés à toute une série de contrats qu'on appelle contrat d'avenir, contrat ceci, qui leur interdit même d'aller travailler jusqu'à 35 heures. Et moi, j'ai été très étonné parce qu'on essaye d'expérimenter. Vous vous battez pour un contrat unique pour les salariés. Nous, on essaye juste modestement d'expérimenter le contrat unique d'insertion pour les RMistes. Est-ce que vous avez une question, Malek Gouti, qui pourrait rejoindre celle de Martin Hirsch? Oui, moi, je pense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez pris la responsabilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Et dans les premiers jugements que vous avez eu lieu, et la première partie de l'émission que j'ai écoutée aussi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que vous avez souvent des exemples frappants qui tombent sous le coin du sens, mais quand même, il y a des problèmes posés. Je vais prendre l'économie, puisque c'est le sujet, mais sans être un expert, parce que les Français ne sont pas tous des experts. Mais votre vision
hormis quelques points, c'est-à-dire qu'on connaît dans le dialogue politique, c'est la photo socialiste, les 35 heures, etc. Il y a quand même un problème, c'est-à-dire le problème qui est posé pour les Français est le suivant. Vous dites la valeur travail, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, premièrement, les pays qui appliquent déjà les règles que vous proposez n'ont pas des millions de pauvres et plein de difficultés ? Et donc, quand même, les Français le savent, qu'il y a des pays où il n'y a pas les 35 heures, où il n'y a pas de protection sociale et tout ça, et où il y a quand même des gens très pauvres et plein de gens qui s'en sortent pas, parce qu'il faut aussi s'intéresser aux gens qui travaillent et qui ont peu d'argent à la sortie de tout ça. Et deuxième question, c'est est-ce que vous avez pas le sentiment que, à travers tout ce qui s'est passé ces dernières années, il y a le sentiment d'un pays qui cherche un équilibre, je dirais, juste, c'est-à-dire une économie prospère, mais une certaine égalité sociale, sans parler d'égalitarisme, qui est un mot qui vous fait peur. Et je trouve, moi, que ça mériterait d'être un peu au-dessus que simplement diaboliser les socialistes sur les 35 heures. C'est ça qui me surprend, c'est qu'on a le sentiment que vous n'avez pas cette vision. Malek Bouti, d'abord, je ne diabolise personne. Bon. Enfin, il n'est pas anormal de demander des comptes aussi à ceux qui ont exercé le pouvoir depuis 1980, 15 ans. On ne peut pas considérer non plus que vous ne portez aucune responsabilité dans l'évolution de la société française. Dire ça, c'est porter atteinte à personne. Mais vous m'avez posé une question. On a fait notre autocritique sur les points positifs. Vous avez même déclaré, c'est pas besoin. Non, mais tout à fait. Alors, quelle est ma vision des choses ? Moi, je n'hésite pas à vous le dire. L'égalitarisme ne me fait pas peur. Je ne suis pas d'accord avec le nivellement et l'égalitarisme. Je voudrais en prendre deux exemples. Les socialistes sont pour le nivellement et l'égalitarisme. Mais par contre, nous avons fait reculer les inégalités entre 1998 et 2000. Depuis, elles se sont aggravées. Très bien. On se demande pourquoi vous avez été battu, alors. Franchement, si c'était si bien. Bonne question. Voilà. Oui, ça, c'est pas La gauche avait plus de votes à droite à l'époque. Tournez-vous vers les Français. Même quand on a perdu. Tournez-vous vers les Français. Mais ce qui est important, quelles sont mes valeurs, M. Bouti ? Moi, je considère que quand on travaille plus que les autres, il est normal de gagner davantage que les autres. Que quand on prend plus de risques que les autres, il est normal d'en avoir la juste récompense. Et ça ne me gêne pas de le dire. C'est rare d'être contre ce que vous dites, c'est rare d'être contre. Si je peux prendre un deuxième exemple. Oui, vous pouvez, mais c'est rare. Je pense que la démocratisation de l'éducation nationale, qui s'est produite toutes ces dernières années, par l'affaissement du niveau des diplômes, pour donner le sentiment à tout le monde que tout le monde pouvait avoir un diplôme, c'est le contraire de l'école républicaine qui doit être une école de l'excellence. Vous m'interrogez sur mes valeurs, voilà mes valeurs. En revanche, juste Malek Bouti, juste un mot sur le tabou de la sélection. Non, mais attendez. Juste un mot là-dessus. Si je peux me permettre, monsieur le ministre, je ne vous interroge pas sur vos valeurs. Quelle est votre analyse pour permettre aux Français d'avoir une économie prospère et en même temps une justice sociale ? Pas les valeurs. Les valeurs, c'est autre chose. On a tous des valeurs. Je vais y venir. Et on partage souvent dans une république les mêmes valeurs. À l'inverse. J'ai été très choqué de ce qu'on a appelé les parachutes dorés ou les stock options pour certains. Un président d'une entreprise qui réussit, qui crée de la richesse, il est normal qu'il soit bien payé. Mais si un président d'une entreprise qui échoue, qui s'est trompé, il est parfaitement anormal qu'il parte avec un gros chèque. Alors que les autres partent au chômage, tout bêtement. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai même, il peut 1500 fois le SMIC. Monsieur Mati, j'ai même 378 000 millionnaires en euros. J'ai même proposé, Monsieur Mati, que désormais les plans de stock option ne puissent être votés que si la totalité des salariés d'une entreprise peuvent en bénéficier. Alors reste une question que pose Malek Bouti qui est très importante. Il existe un certain nombre de grandes économies de démocratie dans le monde qui sont au plein emploi. Au plein emploi depuis des années. C'est vrai dans le nord de l'Europe, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Australie, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis. Question. Est-ce que ce qui se passe chez les autres, ça peut se passer chez nous ? Deuxième question. Nous avons grosso modo un point de croissance en moins qu'un certain nombre d'autres grandes économies. Pourquoi ? Parce que nous nous évertuons, me semble-t-il, à décourager ceux qui créent des richesses, ceux qui créent du travail, de le faire en France. La France doit redevenir le pays où on peut innover, où on peut entreprendre. Moi, j'en ai assez, Monsieur Bouti, qu'on fasse la fortune de la Belgique, de l'Angleterre, de Monaco, de la Suisse, mais vous pensez en décourageant tous ceux qui pourraient investir en France de le faire dans notre pays. C'est quand même un problème qui se pose. Nous avons 1,5 million de jeunes qui partent chaque année, qui se disent la réussite, c'est à l'extérieur. Pourquoi la France devrait-elle se priver de ses créateurs, de ses scientifiques, de ses développeurs ? Écoutez, Monsieur Montagnier, qui est le médecin qui a isolé le virus du sida, non, mais je sais, les fait partir parce que le statut de la fonction publique
le faisait considérer comme trop vieux, eh bien pour moi, c'est pas Montagnier qui est vieux, on vous a c'est pas le statut qui est vieux. Je vous ai mal moi je vous ai mal entendu sur l'ISF, puisqu'il y a contribution établie. Attendez, non, je pose une question, moi aussi. J'ai posé une question. L'ISF, vous avez entendu, oui, non, mais j'ai posé une question. Je demande pas, moi, c'est normal, on ne demande pas un candidat. Ne choisissez pas, monsieur Moati, entre vos invités, la courtoisie, c'est de l'été. Traitez tous à égalité. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Oh, monsieur Moati. Alors, allons-y, ah oui, Sylvie. Mais là-dessus, là-dessus. Sur l'ISF, je vous rends la parole tout de suite, Malek. Ah non, il ne laissera pas, il ne laissera pas. Parce qu'il est question, justement, de la création d'entreprises et de garder les gens à la richesse dans ce pays. Laissez-moi 2 minutes, c'était une incise, c'est intéressant. Il faut que l'un de vous deux craque. J'ai posé une question et j'aimerais bien avoir une réponse. La question, c'est pas sur les golden parachutes, sur tel ou tel exemple. Il y a plein d'exemples avec lesquels on est d'accord. Par exemple, si moi je vous dis oui, si quelqu'un ne vient jamais au travail, qu'il est toujours en retard, qu'il n'est pas rasé, qu'il est mal habillé, on ne peut pas l'employer. Bon, d'accord. Il y a plein de tautologies comme ça. La question que je vous posais, c'est quelle vision vous avez d'une économie qui ne soit pas s'adapter à la vision libérale internationale, qui est c'est-à-dire au modèle de la concurrence entre les pays et qui crée quand même beaucoup de problèmes. Et on voit que les Français veulent un modèle qui soit juste, équilibré, prospère, mais en même temps protecteur. Bon, alors, c'est cette vision. Quelle question ? Pas les exemples précis. Les exemples précis. Non, mais il n'y a pas de question là. Non, mais c'est 2 propositions. Il y a une question. Est-ce que vous reprenez Non, je me dois maintenant, sinon je vais me faire écharper, donner la parole à Sylvie Broncelet. Est-ce que je peux répondre à la question, M. Botti ? Si vous voulez. Allons-y, pas si je veux, parce que. Et c'est pas courtois pour moi de ne pas répondre aux questions de vos invités. Alors on va être très courtois, on va écouter, et puis après on va passer la parole à Sylvie Broncelet. D'accord. Monsieur Botti a posé une question. Au fond, il se pose la question de savoir quel modèle social je souhaite. C'est un peu ça. C'est une question extrêmement importante. Le modèle social, le vrai modèle social français, qui consiste à dire qu'il y a un droit à la santé garanti, et qui consiste à dire que quand on perd son emploi, on a un droit à l'indemnisation. Ce modèle-là, je le soutiens et je me battrai de toutes mes forces pour le sauver. De toutes mes forces, Monsieur Botti. Monsieur Filot, je m'occuperai de vous après. Pour l'instant, c'est Monsieur Botti. Mais alors vraiment, ça veut dire, vous avez un tel dynamisme. avec plaisir. Si tous les militants du Parti Socialiste sont aussi dynamiques, c'est formidable. La campagne va être formidable. La campagne va être formidable. Allez. Mais, Malek Botti, chacun voit bien que les allocations sociales sont financées en France par le produit de la France qui travaille, qui se lève tôt le matin. Et notre devoir à tous, de gauche ou de droite, c'est de garantir à celui qui se lève tôt le matin, pour financer ces allocations sociales, que ces allocations seront affectées et utilisées sans fraude, sans mensonge et sans malhonnêteté. Donc, je prends 2 exemples. Je pense que toute personne qui bénéficie d'un minima social doit être obligée d'exercer une activité. Je dis, Monsieur Hirsch, une activité, pas un travail. Parce que certains de nos compatriotes, la vie a été si dure avec eux il faut prévoir des passages. 2e élément, Monsieur Botti, je suis même pour le renforcement des indemnités pour les petits salaires de chômage. Mais je dis une chose, ça ne peut pas être une banque comme cela sans condition. Lorsqu'on refuse à 3 reprises un emploi que l'on vous propose, la question de la pérennisation de ces indemnités est clairement posée. Je crois, Monsieur Botti, vous avoir bien répondu. Pour sauver notre modèle social, il faut que la gauche comme la droite, nous ayons le courage de dénoncer les abus et les faiblesses de notre système. Car sinon, Monsieur Botti, c'est toute la France du travail qui s'en trouvera découragée. Alors, attendez, Monsieur Sarkozy, Sylvie, c'est là-dessus, vous avez dit 2 choses importantes. Oui, que les diplômés ne trouvaient pas de boulot et que les créations de richesses se faisaient à l'extérieur parce qu'on n'encourageait pas les gens riches ou qui étaient entreprenants à exercer leur talent en France. Oui. Donc, point 1, est-ce que c'est 2 tabous, à la fois de la sélection, de la formation, enfin appelez ça comme vous voulez, est-ce qu'il faut dire la vérité sur l'éducation, est-ce qu'il faut dire aussi la vérité sur l'argent, en disant que les gens qui ont énormément d'argent, bon, ça existe, mais est-ce qu'il faut les taxer pour autant et les faire fuir? Le programme de l'UMP ne présente rien sur ce point, sur une vague perspective de peut-être exonérer la résidence principale. Allez, on connaît votre credo. Est-ce que comme candidat, vous serez plus audacieux que comme président de parti sur l'ISF, en tout cas? Non, laissez répondre. Non, laissez répondre. Pourquoi? Ça a un rapport avec l'ISF? Non, laissez répondre. Non, les abus dont on parlait juste avant. Attends, on va y revenir. Attendez, Monsieur Filoche. Poser des questions très précises, je me dois d'y répondre. Il vaut mieux. D'abord, sur la sélection, il n'y a pas de système d'orientation en France, c'est un drame. On n'est pas orienté lorsqu'on a le bac et qu'on va en université, les inscriptions se font au hasard d'une programmation informatique.
Le premier inscrit à une place. Je dénonce ce système. Je veux la création d'un véritable service d'orientation qui passe par l'évaluation des filières pour que chaque famille qui inscrive un jeune dans une filière se dise au bout de la filière, voilà les perspectives d'emploi. L'exemple caricatural étant l'exemple des professeurs d'éducation physique, les STAPS, où il y a un emploi pour 100 étudiants. Encourager les jeunes à aller dans cette formation, c'est les encourager à s'inscrire au chômage. Personne n'a le courage de leur dire. Deuxièmement, le bac reste le passeport pour rentrer en fac. Le mot sélection ne me fait pas peur, parce que je pense que si on ne fait pas à un moment donné la sélection par le diplôme et par le mérite, on subit alors la pire des sélections, celle par l'argent et par les relations. Deuxième question. Je pense que quand on a travaillé toute sa vie, dur, et qu'on a créé un patrimoine, il est normal, pour 90% des Français, je viendrai sur les 10 qui restent, de le transmettre en franchise d'impôt sur les successions à ses enfants. Ça, c'est les successions. Parce que je crois, j'y viens, oui. Mais c'est la même chose parce que l'essentiel des successions, c'est l'immobilier, et l'ISF est un impôt sur l'immobilier pour l'essentiel, comme vous le savez parfaitement. Donc je considère que quand on a payé l'impôt toute sa vie, qu'on a travaillé toute sa vie, qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est de faire que ses enfants commencent d'un peu plus haut. Et donc, je demande la franchise d'impôt sur les successions. J'ajoute que l'égalité des chances, c'est pas de retirer à l'enfant qui naît dans une famille qui a travaillé toute sa vie le peu qu'on lui laisse, c'est de garantir à l'enfant qui naît dans une famille où on ne lui a rien laissé qu'il aura les mêmes chances que l'autre. Troisième question, sur l'ISF, je suis contre sa suppression. Contre. Pourquoi? Pour des raisons. Pourquoi vous êtes contre? Pour une raison très simple, c'est que je considère que quand on a gagné beaucoup d'argent, il est normal de payer plus d'impôts que les autres. On est le seul pays en Europe où les taux aussi hauts. Donc de ce côté-là, vous n'êtes pas derrière les libéraux qui disent comment, là, ça fait fuir tout le monde, etc. C'est une question de taux et d'assiette. Non mais attends, puis-je me permettre d'aller un peu plus loin dans la réponse? Si on arrive à suivre, oui, mais allez-y. On arrive à suivre quoi? Non, mais allez-y. Si je ne suis pas assez clair, rappelez-moi la clarté. Je vous taquine, mais on a tellement de questions à voir. Je ne m'en étais pas aperçu. Oui. Bon. Alors sur l'ISF et sur son principe, voilà, je ne le supprimerai pas. Pour le reste, je considère qu'on pourrait beaucoup mieux utiliser l'argent de l'ISF. Et je considère qu'on devrait autoriser un certain nombre de gens qui payent l'ISF à le déduire de leurs impôts à partir du moment où cet argent servirait à financer le développement de petites et de moyennes entreprises. Madame Sylvie Pierre-Brossolette, je veux être clair, c'est pas les SICAV monétaires. À partir du moment où cet argent serait investi dans des petites entreprises du département concerné, il pourrait être déduit et ainsi cet argent qu'on retire à l'économie, on le remettrait dans l'économie. Parce que le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat, il n'y a pas assez d'entreprises, qu'il faut remettre du carburant dans l'économie française. Monsieur Sarkozy, vous dites être contre tous les archaïsmes, des tabous, etc. Tabou, totem et tabou, comme dirait l'autre. Mais on vous entend peu sur les disparités salariales entre hommes et femmes. Pourquoi? Alors, vous avez parfaitement raison, c'est un véritable scandale. Et la première décision que je prendrai, c'est de créer les conditions d'une conférence sociale entre partenaires sociaux représentant les salariés et chefs d'entreprise sur la question de la parité des salaires, de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes ont fait les mêmes études. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence salariale. J'estime que c'est un problème à régler entre syndicats d'employeurs et syndicats de salariés, entre les deux. Si ceux-ci n'arrivent pas à trouver les voies et les moyens, c'est aux législateurs d'intervenir. Mais pour moi, c'est le premier thème de la première conférence sociale au mois de mai. Est-ce qu'il y aura Oui, attendez, est-ce qu'il y aura salaire égal, salaire égal, salaire égal. Il n'y a pas de pénalité en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction pour les employeurs qui ne respectent pas ça. Et vous savez comme moi que c'est là l'origine du problème. La loi Roudy a été votée il y a 20 ans. Mais depuis 20 ans, on ne s'est pas donné les moyens d'empêcher que les femmes gagnent en moyenne, à qualification égale, 27% de moins que les hommes. Alors, il n'est pas trop tôt de le dire. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais alors, faisons-le. Pourquoi pas tout de suite? Ça fait déjà 5 ans que vous gouvernez. Monsieur Fierge, tout à votre volonté de démontrer que je suis responsable de tout, je vais vous faire une confidence. Flatteur. Oui, c'est flatteur. En tout cas, je le prends bien. Puis c'est dit de manière si sympathique, en plus. Et puis au moins, il est franc. C'est pas dissimulé. On voit que c'est un. On n'est pas dans l'ambiguïté totale. On n'est pas dans l'ambiguïté totale. Monsieur Fierge, il y a eu des débats dans la majorité. Et je n'étais pas d'accord avec tous mes amis, et tous mes amis n'étaient pas d'accord avec moi. Oh. Et si j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République, c'est justement pour changer de braquet. Parce que je n'étais pas d'accord avec ça. Je suis ministre de l'Intérieur, j'assume mes responsabilités sur la sécurité des Français et sur la politique de l'immigration. Pour le reste,
Je ne peux pas les assumer puisque je n'étais pas en situation d'imposer une autre politique. Si j'ai parlé de la rupture tranquille, c'est justement pour cela. Et je vous remercie, M. Filoche, d'avoir si bien compris quel était mon objectif. Vous voulez rompre aussi et vous êtes favorable aussi attendez, monsieur, aussi avec le Code du travail, parce que le fond, oui, je vais vous vous dire répondre. 2 mots pour que vous me répondiez, pour qu'on ait un peu sur le fond. Vous proposez maintenant un contrat unique, si j'ai bien compris, mais jetable. Les socialistes aussi, à peu où il n'y a pas près. la protection du droit du licenciement. C'est-à-dire celui-ci serait affaibli. La deuxième chose, vous envisagez maintenant, on l'a dit tout à l'heure, de remettre en cause de fait les 35 heures en permettant beaucoup d'heures supplémentaires, et vous encouragez la flexibilité. Je vous ai entendu au congrès du MEDEF, ou plutôt à l'université d'été à jouer en Josas, vous étiez très liés avec eux, c'était très manifeste que c'était votre programme et que... Mais vous aussi, si vous y allez, tout ça, vous y passez des week-ends Vous savez, quand je vois les patrons, c'est généralement qu'il y a une infraction. Et malheureusement, il y a 1 million d'infractions au droit du travail chaque année. Et là, c'est pas impunité zéro pour les employeurs. Hein. Ils sont jamais sanctionnés, ou presque jamais. Nous sommes 427 inspecteurs du travail seulement pour 1 200 000 entreprises et 16 millions de salariés. Vous pourriez doubler nos effectifs quand vous mais d'accord, tranquillement. Mais c'est pas peut-être la première chose à faire. C'est pas une question d'effectifs, c'est une question de droit. Parce qu'après, le droit du travail, il est décisif pour des millions de gens. C'est leur vie intime et quotidienne. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. D'abord, et M. Fioche ne m'en voudra pas de ne pas partager sa conception. Cette espèce de détestation des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, il me permettra de dire que c'est tout à fait ridicule et outrancier. Parce que s'il n'y a pas de chef d'entreprise et d'entrepreneur, il n'y a pas de travail. Et plutôt qu'essayer de monter les salariés contre les chefs d'entreprise, et quand vous dites l'air un petit peu dégoûté comme ça, vous étiez l'invité d'un congrès de chefs d'entreprise. Ben heureusement qu'il y a des chefs d'entreprise, Monsieur Filoche. Parce que s'il n'y avait que des inspecteurs du travail, il n'y aurait pas grand-chose à inspecter. Hein. Parce que pour inspecter, il faut qu'il y ait des gens qui créent des emplois et qui créent des richesses. Donc, respectez aussi les chefs d'entreprise. Je n'ai pas cette vision manichéenne de la société, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. C'est vraiment dépassé. Marx, c'est fini. Le droit, monsieur Narcisse. Il y a une annonce là. Sur le droit, c'est fini. Ça va être repris. Sur le droit du travail, c'est les lois de la République, c'est pas Marx. Il serait temps pour M. Fioche de s'en rendre compte. Sur le droit du travail, je suis effectivement pour le contrat de travail unique. Pourquoi ? Parce que jamais les salariés ne se sont sentis en telle précarité et jamais le droit du travail n'a pourtant été aussi protecteur. Il y a bien un problème. Et ce problème, c'est lequel ? Le problème, c'est lequel ? Il faut dire la vérité. C'est que un chef d'entreprise se dit avec le CDI, si j'ai une chute dans mon activité, je ne pourrai pas adapter les effectifs de mon entreprise. Et donc, tellement difficile de débaucher que je ne peux pas embaucher. On multiplie les CDD et les intérims. Mon idée est la suivante. Faisons un contrat de travail unique, dont les droits sociaux du salarié augmenteraient avec la durée. C'est-à-dire que si on est depuis 2 mois dans une entreprise, on n'a pas le même droit à l'indemnité que si on y est depuis 25 ans. Je crois que cette idée, il n'y a que M. Filoche qui ne la comprend pas. Malek Parce que Boutier, pour le reste, il me semble qu'il est assez compréhensible. Attendez, Malek Boutier, sur le contrat unique. Oui, non, mais c'est pas vrai. Je vais peut-être. Non, mais il y a quand même des choses. Non, pour la clarté, je vous ai entendu, monsieur. Non, attendez, alors je vais me faire mal voir de tout le monde. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, on peut quand même poser des questions et évoluer, parce qu'on avait posé beaucoup de questions sur l'économie, mais le ministre de l'Intérieur dit qu'il était, lui, comptable et responsable de son bilan sur la sécurité et l'immigration. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que, pour plein de Français, partout en France, pas dans certaines zones, partout en France, votre bilan, à la fin, fait qu'il y a moins de violence et qu'on ne se sent plus en sécurité? C'est une question simple. Oui, mais je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple. Et puis surtout, M. Bouty, au fond, la plus honnête. Bon, comment je peux faire? Vous connaissez ces questions. Il y a un système statistique qui existe depuis 1945 au ministère de l'Intérieur. Les ministres socialistes ne l'ont pas changé, je ne l'ai pas changé. Que dit ce système statistique? Qu'entre 1998 et 2002, la délinquance en France a augmenté de 15%. Le même système statistique, qui n'a pas bougé d'une virgule, dit que depuis 2002, la délinquance a diminué de 9%. Franchement, M. Bouty... Les statistiques, j'ai compris qu'elles disaient quelque chose, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez que la violence a reculé dans notre pays? Vous savez ce que je dis? C'est qu'il vaut mieux que la délinquance baisse de 9% plutôt qu'elle augmente de 15%. Donc vous pensez que la violence a reculé? Monsieur Portelli, qui était absent vice-président du tribunal de grande instance de Paris. En Monsieur 2002, Portelli fait son entrée. 4 millions de crimes et délits. C'est de parler. En 2006, il y aura un peu moins de 3,7 millions.
Mais vous comptez les PV et tout ça dedans. Non, les crimes et les délits. Monsieur le Président. Voilà, on ne m'appelez pas Monsieur le Président, je trouve ça un peu flatteur. Vous ne l'êtes pas Si, mais juge, ça me suffirait largement. Vous savez parfaitement qu'il y a un observatoire que vous avez créé vous-même, et c'est une bonne chose d'ailleurs, et cet observatoire national de la délinquance vient de rendre un rapport public que vous avez dû lire, et cet observatoire, je serai très bref, je ne vais pas rentrer dans les statistiques, mais fait deux grandes parts dans la délinquance, contre les biens, contre les personnes. Et contre les personnes, c'est cette délinquance-là qui intéresse vraiment les Français, parce que ce sont les violences qu'on peut subir chez soi, dans la rue ou ailleurs. Or, là, vous le savez, j'en terminerai là, depuis 1996, qui est la date du début de l'étude, jusqu'en 2005, et ça continue en 2006, vous le savez, les actes de violence contre les personnes ont continué à augmenter. Alors, à mon avis, c'est peut-être un échec de la gauche, mais c'est certainement un échec aussi de la droite. Puis-je vous répondre là-dessus, Monsieur le Président ? Puisque président vous êtes, et après tout, il n'y a pas de honte à être président. Oui, vous aussi. Non, il y en a même qui... Alors, oui. Et pour rentrer dans le détail, j'ai créé un observatoire pour qu'il n'y ait pas de polémique sur les chiffres, et je vous remercie de l'avoir rappelé, qui est présidé par M. Boer, qui est un homme dont l'équité est reconnue par tout le monde. Les violences aux personnes, M. Moatti, c'est 10% de la délinquance. Absolument. Bien ça. Ces violences aux personnes se divisent en deux. Les violences dites crapuleuses, violences quand on fait un braquage ou un viol, et les violences dites intrafamiliales. 5% chacune. Les violences crapuleuses ont diminué depuis 2002, vous le savez aussi. Et celles qui ont augmenté, ce sont les violences intrafamiliales. Violences extrêmement préoccupantes. La question que je me pose, Monsieur le Président, est, dit en toute humilité, est-ce que les violences faites aux femmes ont-elles augmenté, ou est-ce que, heureusement, les femmes victimes, aujourd'hui, osent porter plainte, alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, elles n'osaient pas porter plainte. C'est la seule remarque. Alors, je veux dire d'ailleurs une chose, c'est que j'ai changé la législation, parce qu'une femme victime de son bourreau, et peu lui importe que le bourreau soit le mari ou le conjoint, devait quitter le domicile conjugal la nuit avec les enfants, j'ai fait en sorte que, dorénavant, c'est le bourreau qui devra quitter le domicile conjugal. Écoutez, moi, samedi dernier, j'étais au collectif national sur les droits des femmes. Est-ce que les chiffres sont vrais de ce que je dis ? Est-ce que c'est exact ? Mais écoutez, pour une fois, ils ne sont pas complètement faux. Ah. Mais c'est donc si difficile de dire du bien de moi. Non, écoutez, dans cette matière-là, en tout cas, c'est vrai. Alors, je dis bien aussi. Je m'excuse, j'ai peut-être un raisonnement compliqué, mais si les choses vont mieux, pourquoi vous demandez, vous avez produit des changements de loi, pourquoi dernièrement encore vous avez demandé au Parlement de modifier la loi sur la délinquance, d'ailleurs en expliquant ce qui me semble être vrai, que, pas votre loi, mais en tout cas que le constat que vous tiriez et que plein de Français tirent, qu'il y a des problèmes de violence, que la violence aux personnes augmente. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites ça va mieux, mais quand vous êtes devant le Parlement, vous demandez à modifier les lois. Est-ce que vous n'auriez pas, c'est la question que je vous pose, honnêtement, est-ce que c'est pas, là, sur le coup, un discours circonstancié? C'est-à-dire, vous parlez des statistiques dans cette émission, mais dans d'autres endroits, vous allez dire aux gens, il y a de plus en plus de violence, donnez-moi de plus en plus de moyens, parce que ça, c'est votre bilan. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu quelqu'un ce matin, en promenant mon gosse, qui parlait des élections, et il me parlait de vous. Il me dit, moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, j'aimerais bien connaître son bilan, parce qu'on juge les gens à son bilan. Donc, c'est votre bilan qui est intéressant. Pourquoi vous changez la loi si les choses finalement vont mieux? Je vais vous essayer de l'expliquer. Répondez à ce monsieur qui promenait son gosse comme ça. Ah non, mais c'est gentil qu'un responsable du Parti Socialiste parle de moi à ceux qu'il rencontre. Franchement, d'ailleurs, je sais que M. Bouty est un homme tolérant, ça ne m'étonne pas de lui. Alors pourquoi je demande ces choses-là? Parce qu'il y a deux points où il faut faire évoluer la loi parce qu'on en a besoin. Et je vais m'en expliquer très rapidement. Oui, Monsieur le Président. 50% des crimes et délits sont le fait de 5% de délinquants. Monsieur le ministre, c'est faux. Non, mais il va enrichir le débat. Je veux répondre à M. Bouty. Mais non, mais c'est pas possible. Alors, non, mais pourquoi? M. Bouty me demande pourquoi je veux faire évoluer la loi. Les multirécidivistes ne sont pas condamnés assez sévèrement. Non, mais je veux juste terminer parce que j'ai un deuxième exemple. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Les multirécidivistes ne sont pas condamnés assez sévèrement. Vous ne le connaissez pas. Après, je veux répondre à M. Bouty.
Donc il y a un problème massif de multirécidivistes. J'estime pour ma part que quand on devient 20 fois devant le même tribunal correctionnel, il devrait exister des peines planchers pour que le multirécidiviste soit certain d'être condamné fortement. Deuxième problème, sur les 10 dernières années, la délinquance des mineurs a augmenté de 80%. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance de 1945 est totalement démodée par rapport aux mineurs de 2006. C'est un problème considérable. Et je demande une chose précise, qu'un mineur de 16 à 18 ans, qui est un multirécidiviste, l'excuse de minorité lui soit supprimée pour qu'il soit condamné comme un majeur, parce que pour Mama Galédaou, cette jeune femme qui a été brûlée dans le bus de Marseille, être brûlée sur 62% de son corps par un mineur un mineur ou un majeur, le résultat pour donc la vous victime... voyez un gamin en prendre pour 30 ans. J'ai dit entre 16 ans et 18 ans. D'ailleurs, monsieur Moati, quand on a mis la responsabilité pénale à 18 ans, la responsabilité civile était à 21. Maintenant, la responsabilité civile est à 18 ans. C'est bien qu'il y a une évolution. Je demande la même évolution. Monsieur Portelli, Sylvie. Une minute. Est-ce que vous pensez vraiment que la peur de la sanction et de mettre un jeune homme entre 16 et 18 ans pendant 30 ans en prison, ça résout le problème? Non, c'est pas la question. Je pense, Sylvie Pierre-Brossolette, que la certitude de la sanction et de la sanction immédiate, c'est la première étape de la prévention. Qu'il y a un sentiment d'impunité chez les mineurs multirécidivistes, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de caïds de banlieue utilisent les mineurs, les poussent en avant, parce qu'ils savent que dans le système pénal français, un mineur est en situation de quasi-impunité. Vous essayez de faire peur aux Français? Non, pas du tout, j'essaie de répondre à des questions. Non, mais la réalité, vous savez, il n'y a pas que vous qui la connaissiez, il y a un certain nombre de praticiens dont je suis, et c'est à ce titre-là que je parle. Vous citez un chiffre qui est grossièrement faux, je vous prie de m'en excuser de vous le dire de cette façon-là, mais il n'y a pas d'autre terme possible. Pour faire peur aux Français sur les récidivistes, parce que c'est une façon de masquer un échec patent. Quand vous dites, écoutez, réfléchissez 2 secondes, la moitié de la délinquance en France est le fait de 5% des récidivistes. On réfléchit ensemble 2 secondes. C'est quoi la moitié de la délinquance des crimes et délits en France? C'est quoi? Vous savez ce que c'est? Vous savez combien il y a de crimes et délits en France? Vous le savez bien, c'est 4 millions, d'accord? Non, 3 750 000, monsieur le Président, excusez-moi. D'accord. Peut-être que votre compteur s'est arrêté. Non, pas du tout. Mais devant un homme aussi compétent, je m'incline. Au vu des rapports qui sont faits par l'inspection générale de vos services, les vôtres sont légèrement truqués. Mais on laisse ça de côté. Qu'est-ce qui est truqué, monsieur le Président? Vos chiffres? Lesquels? Mais je pense que vous n'avez pas encore publié un rapport qui a été fait par vos services d'inspection en décembre 2005 et qui dort malheureusement dans vos tiroirs et dans lesquels on dit qu'on essaye de baisser sur les statistiques, tout le monde les connaît, sauf vous. Donc continuez. Je continue simplement. Je vous garantis que si vous voulez ce rapport, je vous le communiquerai. D'accord, bien volontiers. Mais il y a beaucoup de journalistes qui l'attendent. Simplement, la moitié de 3,7 millions. D'accord, ça fait quoi? La moitié de 3,7 millions de crimes et délits. Hein, voilà. Au fait, alors, allons-y. Non, mais monsieur le ministre nous dit que c'est 1,8 million de crimes et délits sont commis par 5% des délinquants. Mais où est votre boule de cristal, monsieur le ministre? Parce que moi, je croyais, à lire vos chiffres, mais c'est les vôtres, là encore, que le taux d'élucidation des crimes et délits, c'était en hausse, évidemment, mais simplement de 32%. On est d'accord là-dessus? Oui? Enfin, le taux d'élucidation, les Français doivent comprendre, parce qu'il y a une telle volonté de démontrer. Enfin, je ne sais pas ce que vous cherchez d'ailleurs. Mais écoutez, quand je suis devenu ministre, je confirme mes chiffres. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, la police et la gendarmerie trouvaient 1 coupable sur 4. Aujourd'hui, en 2006, les derniers chiffres sont de 2005, la police et la gendarmerie trouvent 1 coupable sur 3. Je ne pensais pas que M. Portelli m'obligerait à montrer à quel point la police et la gendarmerie sont plus efficaces aujourd'hui qu'hier. Est-ce que vous avez dit sur la moitié de la délinquance? Oui, bien sûr. Mais bien sûr que je le dis. Mais comment vous pouvez vous dire ça alors que vous ne savez même pas qui a fait 7 crimes et délits sur 10? Enfin, écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez demander? Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Monsieur le Président? Je n'arrive pas à suivre. Ce que je veux démontrer, c'est qu'on est assez sévère avec les multirécidivistes. Qu'on est assez sévère avec les multirécidivistes? Mais écoutez, vous savez parfaitement, c'est vos statistiques, que la justice est de plus en plus sévère avec les multirécidivistes. Vous le savez, ils vont en prison de façon majoritaire. Monsieur le Président, c'est depuis longtemps. C'est votre droit de penser ça. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas un seul Français qui nous regarde
qui pense qu'on est assez sévère avec les multirécidivistes. Alors, si vous posez la question de la prison, ce qui est un autre problème, je suis pour une loi pénitentiaire qui revoit profondément l'organisation de nos prisons, qui sont trop souvent l'école du crime. Je pense notamment qu'il faut sortir de nos prisons les quelques 20 à 25% de détenus qui ont des maladies psychiatriques graves. Il faut investir énormément dans nos prisons. Je pense également qu'il faut multiplier les centres éducatifs fermés pour des mineurs qui ne doivent pas se retrouver dans les prisons avec les majeures écoles de crime, mais que la définition d'une politique pénitentiaire, c'est que vont en prison ceux qui le méritent. J'ajoute un dernier point, c'est que je demande que pour les délinquants sexuels, ils ne sortent de prison que s'ils s'engagent à accepter d'être soignés, quand on connaît le risque de multirécidive en la matière qui est extrêmement préoccupante. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes déjà entretenu une seule fois avec quelqu'un qui travaille avec les délinquants sexuels? Un petit peu pour savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous allez demander au juge? De prescrire quel type de médicaments? Pour combien de temps? Non, Monsieur le Président, malheureusement, j'ai peut-être vu plus de victimes que vous. Alors sûrement pas, de cette question-là. Et bien tant mieux, alors dans ce cas-là. Et j'ai notamment vu un homme extrêmement remarquable qui est le président de l'association des victimes, des parents de victimes, Monsieur Guy Georges. Non, attendez. Permettez-moi de vous dire que si je n'avais pas créé le FNAEG, qui a aujourd'hui 400... Le FNAEG, c'est le fichier des empreintes génétiques. Ah oui. Il y avait, en 2002, 3000 empreintes. Il y en a aujourd'hui près de 400 000. Si le FNAEG, Monsieur Moati, c'est très important ce que je vais dire, avait existé, Guy Georges n'aurait pas violé 12 femmes. Et quand j'ai créé le FNAEG, les amis de Monsieur Portelli, le syndicat de la magistrature, l'ensemble des magistrats de gauche, se sont mobilisés pour m'empêcher de le faire. C'était une initiative parfaitement irresponsable. J'ajoute un dernier point. Écoutez, on n'a pas le droit. Puisque vous nous attaquez, simplement je peux répondre, il y a peut-être un petit peu trop de fichiers en France et en plus ils sont mal tenus et c'est pas M. Portelli et ses amis qui vous le disent, c'est la CNIL. Vous savez, c'est la Commission d'information informatique et liberté. Non mais c'est un débat passionnant. Sur l'excuse de minorité, je veux faire passer la police de la culture de l'aveu à la culture de la preuve. Écoutez, c'est ce que vous pour dites, la faire vous passer, ne devez pas aller souvent dans les commissariats, je suis désolé. Mais vous savez, c'est difficile de discuter lorsqu'on ne veut pas s'entendre et se comprendre. Je ne dis pas que dans tout ce que vous dites, il n'y a pas de la sincérité, M. Portelli. Mais vous êtes vice-président du tribunal de Paris. Les Français sont en droit d'attendre un autre comportement d'un magistrat qui doit juger au nom du peuple français et non pas d'une idéologie, M. Portelli. Vous faites beaucoup de mal, M. Portelli, pardon de vous le dire. L'excès de votre argumentation, quand on pense que vous êtes magistrat, vous jugez au nom du peuple. Une seule fois au chiffre que je vous ai posé. Alors vous savez, moi je veux bien que vous m'attaquiez. Je demande une autre chose, c'est que ça ne soit plus le juge d'application des peines qui doivent décider seuls de la question de la libération anticipée d'un détenu. J'ai été bouleversé par ce qui s'est passé avec Mme Grenmel, mais il y en a tant d'autres. Et je demande que la responsabilité professionnelle d'un magistrat puisse être engagée et que pour le moins, celui-ci doive s'expliquer quand la décision qu'il a prise avec d'autres conduit au meurtre d'une jeune femme. Ce sont des décisions très lourdes. Il n'y a pas une profession de France qui ne soit exonérée d'un devoir de responsabilité professionnelle. Je ne vois pas au nom de quoi la seule profession, on n'est pas à rendre compte des décisions que l'on prend et des conséquences de ces décisions. Attendez, vous avez eu une question sur l'abaissement, l'excuse de minorité. Oui, c'est vrai que c'est choquant quand on entend ça. On pense à des gamins immédiatement. Oui, l'affaire des mineurs est une affaire importante parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Personne ne peut le nier. Celui qui le nie, effectivement, ne vit pas les réalités de violence. Et les réalités de violence, elles sont dans les quartiers populaires. Oui. Le problème qui est posé est le suivant. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Premier problème, pourquoi attendre que quelqu'un ait fait 20 délits pour lui dire au 21e, maintenant tu vas payer à fond, premièrement. Deuxièmement, là il y a une vraie question de société sur la sécurité, et pas qu'une exploitation de la sécurité. Quand on est un mineur, c'est la différence avec un majeur. On est encore en construction, donc on peut encore reconstruire quelqu'un à une condition. 1, la précocité, c'est-à-dire dès le premier acte, il faut pouvoir agir. 2, de l'éducation. Et c'est là où il y a je pense, c'est mon sentiment, vous avez fait une erreur d'analyse sur la violence en France. Monsieur Bouty, je finis là-dessus. Il faut que je vous dise quelque chose. Je viens d'apprendre une nouvelle quand même, il faut que je vous la donne quand même, pardon. Hein. Mais Pinochet vient de mourir. Donc vous avez une réaction, monsieur Sarkozy? Aucune. Aucune réaction?
Pour le peuple chilien qui a souffert, qui a été assassiné, qui a été frappé, la démocratie qui a été écrasée, le coup d'État du 11 septembre 1973, et cet homme-là n'a pas été jugé avant de mourir. Bien, écoutez, M. Sarkozy, pardon, vous n'avez pas eu votre réponse, M. Bouty, mais on se reverra dans la campagne. Pardonnez-moi, le débat a été vif, très vif, et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans ce qu'a dit M. Bouty, Sarkozy. Il y a eu beaucoup de choses parfaitement justes que je peux prendre. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Merci Sylvie Pierre Brossolette, merci tout le monde. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Et la semaine prochaine, devinez qui sera là? Ségolène Royal. À bientôt et merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci.